Un soleil chaleureux traverse les volets de la chambre. Pascal se réveille et regarde longuement cette armoire devant lui. Il arpente du regard chaque ciselure sur le bois noir. L'odeur de la cuisine vient jusqu'à la chambre. Cette odeur de cuisine faite par Marguerite pousse Pascal à sortir du lit. Il s'approche des volets, regarde par les trous cette nature flamboyante, baignée de soleil. Il s'habille tranquillement, glisse le bijou dans sa poche de chemise, trouve un par un les frusques qui lui servent d'habit, enfile ses tennis, prend sa montre sur la petite table au pied du lit, se tourne vers la commode et cherche ses lunettes. Trouve d'abord son bloc-notes, des bris de verre, puis ses lunettes totalement brisées, les branches retournées à 90 degrés. Pascal reste là figé, essayant de se remémorer ses gestes de la veille, mais rien ne lui revient de spécial en ce qui concerne les lunettes. Elles sont complètement torsadées, même un objet tombé dessus n'aurait pas pu faire ces dégâts. Il descend les escaliers penauds, sans restant de lunettes à la main. Il fait la bise à Marguerite et se dit « Eh bien, ça promet. Je vais vite avoir les yeux comme des coquelicots sans mes lunettes de repos. » Marguerite, bienveillante, lui demande « Vous avez bien dormi, Pascal ?» Pascal, encore un peu dans les vapes, engourdi. « Oui, Marguerite, je n'ai jamais eu autant de rêves aussi réalistes que depuis que je dors ici. » Marguerite, l'air de la campagne, ça épuise quand on n'est pas habitué. Mais qu'est-ce que vous avez fait à vos lunettes? Elles sont dans un piteux état. Vous êtes assis dessus? Pascal, ne sachant que répondre, je me suis couché avec. Elles sont tombées pendant mon sommeil et j'ai dû dormir dessus. Ben oui, je suis un peu con. Il est où, Firmin? Marguerite, à la fois amusée et rassurante. Mais non, tête en l'air sûrement, mais on se refait pas. Firmin, il est dans son atelier, vous l'y trouverez sans problème. Il vit soit là-bas, soit à l'étang. J'espère que ce midi, vous mangerez avec nous. J'ai refait ma spécialité, les bouchées à la reine. J'ai vu que vous aimiez ça l'autre fois. Pascal, mais bien sûr. Ce sera un plaisir. Hier, je n'ai pas pu venir. Je devais noter ce que j'avais vu depuis 2 jours. J'ai tellement vu de choses, plus qu'en une vie. Marguerite avec un sourire sur le coin de la bouche. Oui, je comprends. C'est important de ne pas oublier. Il y a tant de choses qui n'attendent pas. Firmin m'a expliqué. Pascal rougissant. Bien, si vous n'avez pas besoin de moi, je vais voir Firmin. À tout à l'heure. Pascal entre dans l'atelier. Firmin est en train de finir des sculptures sur un meuble. Pascal l'observe quelques instants. La dextérité avec laquelle il glisse sur le bois et donne vie à des formes, des personnages, l'impressionne. Les gestes lents du vieil homme avec ce ciseau à bois sont tellement naturels et précis. Il semble faire corps avec son outil. Le soleil curieux de cet art passe à travers les carreaux étroits de l'atelier. Les copeaux de bois si odorants s'amoncellent aux pieds de Firmin, créant des figures abstraites. Pascal, captivé, c'est de l'instinct ou du travail? Firmin lui répond, ce fut à mes débuts du travail. Avec le temps, cela devient une passion et l'expérience fait place à l'instinct. Tu vois ce que je fais, c'est comme tout. Savoir un minimum de choses, puis se laisser guider par le couteau de bois, par le bois, par le soleil et par la brise matinale. Je laisse la vie me souffler à l'oreille ce que je dois faire. Elle a toujours raison de moi et du reste. J'ai commencé la sculpture avec mon grand-père en faisant des sifflets avec des branches de noisetier, avec mon vieux canif. Il en a vu de la sève, ce couteau. Tiens, je te le donne, qu'il t'inspire autant que moi. De toute façon, je n'ai personne d'autre à qui le donner. Ne réfléchis pas à ce que tu vas faire. Laisse juste aller. Et tu verras, on se reconnaît toujours que dans l'inconnu. S'oublier pour mieux se retrouver, se reconnaître.
Pascal, un peu embêté. Merci, mais si c'était si facile, à chaque fois que j'ai laissé faire les choses, Si, au contraire, tu as très bien compris. C'est parce que dans les premiers temps, c'est pas si facile de laisser sa partie droite, sa partie instinctive avoir le contrôle, que l'on foire. Et une des causes de ces échecs est le manque de confiance en soi. Que rien n'est sûr, mais tout est vrai par contre, parce que c'est toi. Ce n'est pas parce que le résultat est gagnant que tu l'es vraiment, toi. Par contre, si tu t'es livré entièrement et que tu échoues, ce n'est rien. Ce n'est qu'une erreur de parcours dans ton apprentissage ou que tu ne corresponds pas à ton objectif, c'est tout. Pascal baisse les yeux sur les copeaux et fait un sourire comme s'il venait d'avoir un petit déclic. Pas faux ça. À méditer. Continue. Ce n'est pas ce que tu vois qui est le plus important. C'est ce qui t'a permis de le voir. La démarche est bien plus importante que le résultat. C'est toi. On évolue dans la démarche, c'est une certitude. Par contre, un résultat est beaucoup plus relatif. Tu peux réussir un objectif par chance ou en t'y prenant mal. Gare aux désillusions si par la suite tu t'en fais une règle. Firmin, voyant que Pascal s'apprête à partir, à propos, cet après-midi avec Paul, on va aller dans la forêt, voir l'arbre d'éternité, vers les 3 heures, pour faire des relevés. Si tu veux venir, ne t'attarde pas trop dans tes prises de notes. Tu vois ce que je veux dire? Après avoir pris plusieurs cafés à la terrasse de la taverne, espérant la voir, un peu déçu, il se dirige vers le centre-ville. Il arrive sur la place centrale, baigné de soleil toujours, prend plusieurs photos des arbres, des statues, essayant de capter leur force, leur réalisme, leur mystère. Pascal aperçoit dans un des arbustes un homme avec une rose orange dans les cheveux. Il s'avance vers lui. « Alors, chef, on a laissé le lilas de côté pour une rose ?» Justin lui répond « Oui, j'aime bien aussi. Mais je n'aime pas quand les fleurs meurent. Elles sont tristes en ce moment. » Pascal, c'est comme ça. C'est le cycle de la vie et elles vont laisser la place à d'autres encore, plus belles, encore et encore. Justin, peut-être, mais quand elles meurent, c'est comme si on notait des rayons au soleil. Pascal lui pose la question qui le taraude depuis un petit moment. À propos, chef, j'ai bien passé le message à la belle Barbara. Justin, je sais, on vit ensemble, elle m'a dit que tu étais gentil comme mec. Bon, chef, je dois y aller, à toutes. Ok, Gun, prends soin de toi, l'ami. Justin lui faisant des gestes amples en guise de salut, en guise de revoir. Pascal se dirige vers la maison de Barbara, comme ça, comme par hasard, au cas où. Il aperçoit une femme d'une 50aine d'années, au milieu d'un jardin inondé de fleurs de toutes les couleurs. Il comprend alors le goût de la famille pour les fleurs. Se doutant que c'est la mère de Barbara, il ralentit l'allure, préparant son discours de présentation. La femme, vêtue d'un grand chapeau de paille et d'une blouse violette, ciseaux en main, taille ses rosiers en ne cessant de leur adresser des mots à chaque coupe. La femme s'approche d'un rosier et se met comme en prière. « Je ne devrais pas te le dire, mais tu es vraiment mon préféré. Mais ne le répète pas, compris? Tu attristerais les autres. Pour ta peine, je vais te prendre encore 2 roses que j'offrirai aux enfants. » Elle sent comme une présence devant elle. La femme lève les yeux et discerne une silhouette dans l'allée de gravier qui se déplace silencieusement vers le cabanon. « Justin, tu es déjà revenu? Tu as fini tôt aujourd'hui. » La silhouette continue son parcours sans lui répondre. « Justin, tu pourrais répondre quand même ?» Pour vérifier que cette silhouette floue est bel et bien celle de Justin, elle quitte ses lunettes de vue de près pour celles qui voient de loin.
Trop tardivement, l'homme entre dans le cabanon sans qu'elle ait le temps de le reconnaître. Mais quelle rose l'a piqué, lui qui ne cesse de me biser tout le temps. À moins qu'il ne veuille encore jouer à cache-cache, ce galopin. Bon, j'ai pas le temps là, plus tard. Elle reprend ses autres lunettes. À ce moment-là, Pascal arrive de la maison. Bonjour madame, je suis bien chez Barbara. La femme le regarde de bas en haut. Oui, entre autres. Que lui voulez-vous, jeune homme? Pascal, eh bien, ce serait simplement pour la voir. Je l'ai vue hier et je devais lui rendre quelque chose qu'elle m'a prêté. La femme sourit. Oui, je vois. Vous êtes Pascal. Je suis sa mère, Églantine. Elle n'est pas encore là, mais vous pourriez peut-être faire connaissance avec le reste de la famille, car je crois que mon fils vient tout juste d'arriver. Elle est étonnée, il vient juste de croiser Justin, à moins évidemment que Barbara ait un autre frère. Il entre sur ce gravier lourd et bruyant et rejoint Églantine. Elle lui serre chaleureusement la main et l'entraîne vers le cabanon. Ils arrivent devant et tombent nez à nez avec un gros cadenas qui ferme solidement la porte de l'extérieur. Églantine interloquée. Bizarre, moi qui me pensais encore en bonne forme morale et cérébrale. Pascal lui dit « Pourquoi dites-vous ça ?» La mère fouillant dans sa grande poche ventrale. Je suis sûr d'avoir vu Justin qui est entré il y a même pas 2 minutes dans le cabanon. Mais là c'est fermé. Bon, j'ai la clé heureusement. Là, voilà, je vais vous montrer quelque chose. Ils entrent dans le cabanon et se trouvent dans un lieu très ordonné où se côtoient les outils à bois avec les outils de jardin. Des statues en bois, de nombreuses plantes arrosées de petits halogènes, un établi au centre couvert d'une grande bâche. Là-dessous, dit-elle, c'est la nouvelle œuvre de Justin. Elle n'est pas encore finie. Justin ne veut absolument pas que l'on voie l'une de ses œuvres quand elles sont inachevées. Elle chuchote à l'oreille de Pascal. Je pense que c'est une reproduction du village en miniature, tel qu'il le voit dans l'avenir. Il n'est pas que gentil. Il a une si grande imagination, mon Justin. C'est lui qui a fait une grande partie des statues du village. Formé quand il était ado par Firmin, l'ancienne ébéniste. Vous connaissez? Pascal étonné. Ah oui, je connais Firmin et j'ai croisé votre fils. Mais il ne m'avait pas dit que c'était lui qui avait fait les statues. Rétorque. Oui, je sais. Il dit toujours qu'elles sont vivantes, comme si elles s'étaient imposées à lui, comme s'il ne les avait pas faites. Mais il les a faites à partir de certaines gravures du livre sur l'histoire du village. Pascal répond « Ah oui, il est fort, c'est sûr. Mais... et pour Barbara, vous ne sauriez pas où je pourrais la trouver ?» Elle répond « Non, mais ne vous inquiétez pas. Elle fait des fois des petites escapades comme ça. C'est une fille libre, hein, un vrai petit oiseau. C'est sa force et son charme. » Elle se penche sur ses roses, coupe une rose blanche et l'installe sur le veston de Pascal. Tenez, la vie est beaucoup mieux quand elle est fleurie. Une rose blanche pour un homme réservé comme vous. Le galon rouge vous irait bien. Je sens que vous y êtes presque. Paul et Firmin attendent devant la maison équipée de gros sacs à dos. Ils discutent vivement de la découverte de Paul sur le village et son souterrain. Pascal arrive et se joint à eux. Firmin. Ah, te voilà mon garçon. Il voit la rose. Ah, je vois que tu as rencontré Églantine. Barbara et son portrait craché 20 ans plus tôt. Paul avait eu une petite aventure avec elle, un ado. Paul gêné. Disons que nous étions très proches et il y avait une estime commune avant que je ne parte quelque temps au Pérou et en Inde. Mais bon, il serait temps d'y aller. C'est entre 4h et 6h que nous pourrons observer le plus de phénomènes. Ceux dont je te parlais, Firmin. Pascal intrigué. Quel phénomène?
Paul pressé. Je t'expliquerai en route, allons-y, allons toucher l'arbre d'éternité. Si toutes les journées précédentes étaient ensoleillées, celle-ci est vraiment beaucoup plus nuageuse. Le vent s'est levé et l'océan est plus vigoureux encore. La forêt est elle aussi animée et ses arbres s'agitent de grands mouvements irréguliers. Les trois compères empruntent un petit chemin de terre. Même si les efforts sont importants, les sacs à dos pesants et le chemin de campagne étant très abîmés. Les trois hommes, motivés par la quête et Pascal par la découverte d'autres éléments encore inconnus, ils profitent aussi d'un paysage si varié et coloré. Ils avancent toujours avec le même entrain et la même bonhomie, les étendues vertes faisant de plus en plus place à la forêt qui se resserre devant eux. Ils ont parcouru les 2/3 du chemin quand ils se trouvent en lisière de forêt, à la hauteur d'un chalet isolé. La végétation est en friche, toutes les mauvaises herbes ayant prospéré abondamment, les volets sont fermés et la boîte aux lettres déborde. Firmin. Mais ils sont encore en vacances, les Bertrand? Paul. Tu m'en poses une bonne là. J'en sais rien, moi. C'est pas dans mon coin perdu que je vais connaître tous les potins. J'avais fait des relevés magnétiques il y a 2 mois et c'était vraiment pas brillant. Au moins aussi pollué que chez les patins. Leur puits dans la cave donne, c'est sûr. S'ils ne font pas quelque chose vite, ce sera y devenir fou que de vivre dans cette maison. Firmin en riant. Ils ont peut-être trouvé une meilleure solution. Ils sont partis sur une île. Ils reprennent leur chemin et s'enfoncent dans la forêt. Pascal, intrigué par le sujet magnétique, demande à Paul. Vous ne m'avez toujours pas répondu en ce qui concerne notre excursion. Quels sont ses objectifs? Paul. Très simple. La planète regorge de sources souterraines. Qu'il y ait plus ou moins avec les nappes phréatiques, la différence majeure est que ce sont des sources d'eau en mouvement qui créent de l'énergie, beaucoup d'énergie. Pascal, intrigué, et pour faire courant, l'eau en mouvement frotte sur les roches, crée des ondes magnétiques, des fréquences autrement dit. Pascal, la bouche grande ouverte, le signe d'une incompréhension totale. Ah bon? Paul. Oui, en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais je simplifie pour que tu cernes mieux la chose. Pascal grimaçant. Oh, oui, c'est sûr, là, je cerne mieux. Je cerne mieux. Paul. Bon, certes, c'est pas forcément très clair pour toi, mais ça viendra. C'est en avançant qu'on trouve. Je sais à peu près ce que je dis, mais pas encore totalement ce que je fais. Je trouve des réponses au cas par cas. J'avance doucement, mais sûrement. Firmin sarcastique. Pascal, je sais que tu fais l'incrédule parce que c'est votre mentalité à vous les rats des villes. Pourtant, vous croyez pourtant bien en votre TV et toutes ces conneries. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas ressenti certaines choses depuis que tu es ici. Pascal, depuis que je suis ici, entre sensations, hallucinations et expériences particulières, oui, c'est sûr que je suis servi, mais je pense qu'il y a sûrement des explications scientifiques. Paul montrant sa baguette en cuivre. Nous sommes tout à fait d'accord, je ne dis que ça. Même si je ne suis pas forcément très clair dans mes explications, je veux te montrer que même les choses qui peuvent paraître surnaturelles s'expliquent par des moyens scientifiques ancestraux. Au vu du travail magnétique du secteur ces derniers temps, tu vas être servi côté preuve, crois-moi. Firmin. Oui. Tu disais que vraiment l'équilibre magnétique était étrangement bousculé ces derniers temps. Et ça ne m'étonne pas, parce que Marguerite a souvent mal à la tête depuis. Elle est tellement sensible, tu le sais très bien. Paul, suivi de nausées, je suppose? Firmin, la tête baissée. Oui, souvent. Paul, bon, on vérifiera ça au rentrée. Mais pour en revenir à nos moutons, donc cette grosse évolution a fait apparaître qu'il y avait 3 nœuds
telluriques mettre dans la zone sur laquelle est en partie le village. Il y a 3 sources magnétiques majeures qui rayonnent, des endroits où se rejoignent et passent les lignes telluriques. La première, je l'ai trouvée il y a bien longtemps. C'est même Marguerite qui l'a trouvée malgré elle d'ailleurs. Firmin en se marrant, je me souviens bien, oui, c'était pendant le baptême du fils des Jacquet. Puce s'est avancée vers l'autel de l'église pour arroser le mioche, quand d'un seul coup, malgré elle, elle s'est retrouvée les bras en croix, comme crucifiée. Paul, c'est sûr, c'était impressionnant. J'avais l'impression qu'elle flottait dans l'air même, à 20 cm du sol. Ce fut l'impression générale d'ailleurs. Les bigotes l'ont même dit que c'était de la sorcellerie. Bref, hallucination générale ou pas, je suis sûr d'une chose, c'est que Margot est plus sensible que moi. Quand j'ai fait des relevés dans le cœur de l'église, c'était fou l'énergie qu'elle dégageait. Firmin, ma femme est une vraie antenne. Elle n'arrête pas d'ailleurs d'encombrer les ondes tout le temps, dit-il en souriant. Paul, oui, totalement, Firmin, c'est une vraie antenne. Mais comme j'ai dû déjà te le dire, Pascal, toutes les églises construites avant le XVIIe siècle sont construites sur un croisement de 2 lignes telluriques, croisement nommé nœud de Kármán. J'ajoute qu'il est très probable que toutes les églises de France et d'Europe soient reliées. Pascal, tu veux dire que toutes les anciennes églises de France seraient reliées magnétiquement? Pourquoi? Bonne question. J'ai demandé aux gens d'église et personne ne savait, ou peut-être ne voulait me le dire. Firmin, c'est sûr que c'est pas l'autre Curton qui va te dire quoi que ce soit. Il est toujours enfermé dans son église et il n'en bouge pas d'un pouce. Il va finir par moisir le Curton. Paul reprend. Je me demande si ce n'est pas une sorte de système de communication à l'ancienne et oublié aujourd'hui. Un ancêtre des bandes magnétiques, mais tout naturel. Pascal, communication? Ah bon? Mais cette énergie dont tu parles, elle agit vraiment sur nous? Paul, notre cerveau fonctionne par ondes électriques. Il est sensible à toutes les ondes. Par exemple, il y a des gens qui ont la migraine dès que le temps tourne à l'orage, parce que l'air est rempli de champs électriques. Ah, et on peut... Je me demande si on admet que c'est un outil de communication, serait-ce un outil d'espace ou de temps? Ils ont déjà bien avancé dans la forêt, elle s'est fortement densifiée, tout comme le chant des oiseaux. Et plus fort, les arbres se sont resserrés plus encore. Le ciel a disparu. Seuls des rayons de soleil viennent se glisser entre les branchages fournis. La végétation est véritablement luxuriante et variée. Un décor à 2 étages, l'aspect majestueux de ces grands êtres qui couvrent le déjeuner, des herbes hautes et des plantes aux feuilles larges. L'air est humide et chaud. Paul sort son pendule en cuivre de son sac et commence à dialoguer silencieusement avec lui et avance doucement dans cette forêt qui se densifie, qui les enserre de plus en plus. Firmin s'accroche à son grand bâton. Il traîne sa peine avec lui, espérant que Paul trouve l'objet de sa recherche le plus rapidement possible. Quant à Pascal, il suit comme un somnambule les pas de l'homme au pendule. La forêt se resserre et s'assombrit encore et encore. Le chant des oiseaux, si présent jusqu'à présent, laisse la place au murmure de la végétation et de sa brise humide. Ils avancent encore et encore, guidés par le pendule de Paul dans ce bois à perte de vue. Certaines silhouettes immobiles observent ce curieux manège. Au bout de quelques minutes, le toit de branches s'éclaircit progressivement jusqu'à une centaine de mètres. Une lumière vive apparaît. On y est presque. Même si je pratique depuis longtemps le pendule, je suis toujours étonné de ces résultats.
Ils progressent encore quelques mètres et plongent dans le grand jour. La vue est incroyable, irréelle. Devant eux, au milieu de nulle part, s'étend une clairière parcourue de rivières, de petites cascades et de fleurs de toutes les couleurs. Au centre de cet Éden trône un monstre de la nature, un chêne aussi grand et large qu'un immeuble de 30 étages, si impressionnant qu'il en donne le vertige. Pascal tombe sur les genoux, son souffle est littéralement coupé. Cet arbre est le vrai seigneur de cette forêt. Ses énormes racines, comme des vagues, déchirent la prairie dans tous les azimuts, tandis que son sommet grouillant d'oiseaux en tout genre déchire les nuages. Les trois hommes sont sans voix devant cette force de la nature, comme s'ils étaient face à un dinosaure, et encore qu'un dinosaure ne serait pas assez grand. Le sentiment d'être face à l'infini, face au grandiose, face à l'histoire avec un grand H, l'histoire du monde, la mémoire du temps. Firmin, à genoux lui aussi, mais lui c'est par fatigue. Cela fait 60 ans que je viens, et cela fait 60 ans que je suis sur le cul en le voyant. Paul. Il porte bien son nom, l'arbre d'éternité. Paul a son pendule affolé à la main. C'est dans ces moments-là que l'on se rend compte que l'on n'est vraiment pas grand-chose face à la nature. Le voilà, mon nœud de Karman sauvage, ma source, le pourquoi nous sommes là, le pourquoi l'équilibre est rompu depuis quelque temps. Pascal, pourquoi un arbre aurait rompu l'équilibre et pourquoi maintenant, Firmin? Tu veux dire que l'arbre d'éternité aurait pu naturellement détourner progressivement une source souterraine? Paul, pas que ça. Pour être comme ça, il a bien été influencé par quelque chose à l'origine. Mais on l'a toujours connu comme ça. Et d'après certains écrits du livre, même les plus anciens, il a toujours été comme ça, Paul. Oui, c'est vrai. Mais il doit y avoir un autre élément récent. Son déclenchement a forcément été dû à quelque chose à un moment donné. Firmin sortant de son sac 1 litre de rouge. Attendant la prochaine secousse, si on faisait une petite pause casse-croûte. Hein, Pascal? Pascal tout sourire. Allez, tu crois quand même pas que je vais refuser? Paul sort sa baguette de cuivre et sonde le sol, en quête d'un endroit moins pollué, même si ce coin extrêmement chargé laisse peu de marge. Et il regarde une grosse racine sortant de terre, assez plane pour servir de table. T'as raison. Pour réfléchir, on est tout aussi bien autour d'une table en chêne millénaire en plus, et encore vivante. Et ça, c'est même pas rare, c'est unique. De plus, assez étonnamment, ici, c'est un des rares endroits positivement pollués, avec la fontaine de la place. Firmin le verre de rouge à la main. On est bien à la campagne, entre potes, en communion parfaite avec la nature. Les trois hommes trinquent avec leurs gobelets de bois remplis de minervois offerts la veille. Les trois hommes ont l'air d'apprécier tellement qu'ils se font resservir aussitôt. Paul sort de sa besace un jeu de cartes classique et prend une carte au hasard. Il la pose devant lui. Bien. Pascal, on va faire un test. Je suis sûr que tu es doué pour le pendule. Au vu d'hier, c'est évident. Et que tu n'utilises absolument pas tes capacités. Parce que tu ne les connais pas, c'est tout. Prends ton pendule. Quelle est cette carte? Pascal exécute l'ordre, commence l'exercice et, hésitant, répond... Pour être franc, j'ai toujours pensé que j'avais quelque chose, un pouvoir, disons, mais... Chaque fois que je faisais, je tombais à côté et Paul l'interrompt. Avec ce que tu avais sur toi, tu ne risquais pas de t'en sortir. On t'avait jeté une sorte de sort. Je pense pendant ton baptême, c'est plus facile avec l'eau. Tu es baptisé, non?
Pascal interloquait. Oui, bien sûr, mes parents étaient assez croyants et ça se faisait chez moi, mais qui et pourquoi? Et dans ma famille en plus. Paul. Je pense, oui. Ferme les yeux, si tu veux bien ressentir. Autrement, y avait-il des sorciers dans ta famille? Pascal réfléchit et trouve très vite. Oui. Oui. Oui, c'est une dame de carreau, d'ailleurs, la carte, non? Paul regarde la carte, sourit. Non. C'est ta grand-mère, c'est ça? Et... Pascal, mon arrière-grand-mère, oui, mais pourquoi me faire ça sans même me connaître encore? Paul prend un air grave. Il y a souvent beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas, surtout quand les gens sont maléfiques. Je pense qu'il y avait sûrement une raison familiale à la base, mais une autre qui me semble encore plus évidente. Tu as une puissance spirituelle ou magnétique, si tu veux, mais les deux sont liés. Bref, une puissance incommensurable. Pascal en plaisantant. Oui, je m'en suis rendu compte, oui. Dans la connerie, j'ai toujours été très fort, j'ai eu une réussite incommensurable. Dame de pique alors? Paul, un peu surpris, reprend encore plus grave. C'est bien elle, oui, la dame de pique. Reprenons. Vu leur signature maligne et vu la tienne, elles ont senti que tu allais être un danger pour elles. Tu te sentais bien avec elles, en sécurité chez toi? Pascal, à la fois fier de ses découvertes et déconcerté par ce qu'il apprend. Disons que... J'ai compris. J'ajoute un truc. Ce qu'elles t'ont fait à ton baptême, et puis bien des fois après d'ailleurs, tu as tellement d'impact, ça aurait dû te tuer 100 fois, ou en tout cas te rendre barjot. Et là, je ne plaisante pas. Et Pascal, et c'est pour ça toutes ces malchances? Paul reprend le jeu et le mélange, indique à Pascal d'en prendre une tout en continuant son propos. Tout à fait. Le problème, finalement, pour elle, plus elles t'ont attaqué, plus tu t'es renforcé. Sans le savoir, tu as trouvé des parades très puissantes. Mais la contrepartie est que tu t'es refermé un petit peu sur toi. Comme diraient les bouddhistes, tu as fermé pas mal de chakras et tu as perdu pas mal de confiance en toi. T'inquiète, ces dames payent maintenant, bien comme il le faut. Firmin là de ne rien dire tout en dégustant un joli morceau de comté, tout ce qui ne tue pas. Pascal intervient et prend une des cartes non visibles. Rends plus fort, je sais. Paul, elles sont fortes, alors tu sais, très fortes. Bon, je vais prendre cette dame de carreau alors. Il la retourne et montre en effet la dame de carreau, à la plus grande surprise de tout le monde. Firmin se tourne vers Paul. J'en étais sûr. Il est plus que doué ce gamin. Paul acquiesce. La proximité de l'arbre multiplie ses pouvoirs. Quant à elle, où qu'elle soit, elle paye très cher, je te le certifie, et c'est pas du luxe. Bon, un petit dernier exercice, Pascal. Au cas où tu aurais des rayons X dans les yeux, ferme-les. Pense à quelque chose ou quelqu'un et prends une carte en disant ce qu'elle est. Pascal se concentre, ferme les yeux et pose ses mains à une dizaine de centimètres du jeu. Il se met instantanément à penser à Barbara, mais des flashs vifs viennent perturber l'image de la belle. Sans faire aucun mouvement, une carte vient se glisser comme par magie sous sa main droite. Je pense que c'est la dame de cœur. Au moment où Paul vient de retourner la carte, une autre vient se glisser sous la main gauche de Pascal. Pascal voit dans ses flashs un visage le regarder fixement. C'est encore cet homme vu en portrait dans l'escalier des 2 patins, cet étrange éternement. Et là, il me semble que c'est le roi de pique. Paul, étonné déjà par le jaillissement des cartes, retourne la première
et trouve la dame de cœur, puis, de plus en plus confondu, trouve sous la deuxième le roi de pique. Tu peux ouvrir les yeux, Pascal. Pascal est étonné par le résultat, mais pas tant que ça. Il se sent si bien ici, il se sent si ouvert. Il profite de ce sentiment si pur, si agréable, si léger. Il se sent ici comme en osmose avec l'environnement. Tout est si clair, si simple. Il se sent tellement en paix, tellement libéré, tellement léger, tellement chargé, mais en positif. Ce n'est plus son mental et ses peurs qui parlent, c'est son cœur, ses ressentis, ses vibrations. À propos, Paul, comment en es-tu arrivé à la radiesthésie? Paul baisse les yeux tendrement et repense à son passé. Par ma grand-mère, elle me fit découvrir et accepter la force que j'avais en moi, spirituelle et magnétique, j'entends. Mon arrière-grand-mère était une guérisseuse dans le village. Certains disaient même que c'était une sorcière. Tu n'es pas sans savoir que nous n'utilisons pas l'intégralité de notre système cérébral. Les annexes de notre cerveau, quand elles s'éveillent, elles nous mènent directement à la télékinésie et à la télépathie, par exemple. Avoir la puissance, c'est dangereux. On s'expose un peu plus à son ego et tout ce qui va avec. Spiritualité, philosophie et recul sont les premières marches de cet éveil, ainsi qu'une conscience véritable de soi. Pascal déçu. Croire en soi, c'est juste l'essentiel? Paul. En gros, oui. Faire confiance à son instinct et conscience de toi surtout. Et tu te reconnaîtras. Tu seras en phase, totalement aligné. Tu as toutes les cartes en main, je te l'ai déjà dit. Fais-en bon usage. Comment? Voir avec ses ressentis plus qu'avec les yeux. L'image est souvent trompeuse, le ressenti jamais, parce qu'il appartient à l'instant. Il appartient à l'univers. De légers sons aigus électroniques viennent résonner dans la plaine. Ils semblent venir de derrière l'immense masse. Il se rapproche et laisse apparaître un homme au bout d'un détecteur de métaux. Cet homme fait un signe de la main au petit groupe avec un large sourire aux lèvres. Firmin souriant. Tiens, quand on parle d'apparence trompeuse, viens mon petit Justin, viens boire un canon en rouge, il est bon celui-là, je t'assure. L'homme s'approche, Pascal reconnaît le jardinier qu'il avait croisé la veille au pied de la statue. Voici Justin, notre artiste régional. C'est lui qui a fait toutes les statues du village. C'est le frère de Barbara. Justin avec un grand sourire. Je le connais. Je lui ai présenté mes fleurs. Et très bientôt, je vous ferai voir ma dernière création, mais pas encore. J'aime pas que les gens voient les choses avant qu'elles ne soient réellement terminées. Mon père, quand j'étais petit, disait toujours qu'il regrettait toutes les choses qu'il n'avait pas finies. Et je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois il ajoutait « comme toi ». Firmin, Pascal et Paul se regardent gênés. Justin tout sourire. Enfin, il me reste juste à faire la fin, mais je ne la connais pas encore. Pascal, la fin. Justin, la fin de l'histoire du village. Firmin, ces sculptures sont, disons, qu'ils nous racontent plein d'histoires autour de ces statues. Ils débordent d'imagination, ils dialoguent avec elles et les croient vivantes. Ce n'est pas mon imagination, ce sont elles qui me racontent des histoires. Firmin, tout sourire, il tend un verre de vin à Justin. Déjà, quand il était mon élève, tout prenait très vite vie dans ses mains. Il est très doué, lui aussi. C'est un cadeau, un vrai cadeau.
propos. Tu as trouvé des objets précieux ces derniers temps? Justin déçu. Pas depuis le collier. Le triskel, tu sais, Paul, que j'ai donné à Barbara. Je l'avais trouvé juste ici. Je vais vous le montrer. Pendant que Justin se dirige vers l'endroit de la trouvaille, Paul explique à Pascal doucement. À l'origine, un triskel est une clé magnétique qui canalise l'énergie d'un nœud tellurique pour en diminuer ses effets en surface. Ça a le même effet que les bouteilles que j'ai placées dans la maison des Parisiens, mais en plus efficace. Une branche pour l'air, une pour le feu, une pour l'eau et en son centre pour la terre. C'est de plus l'emblème de notre village. Ils font une centaine de mètres autour de cette grande masse, passent sous une racine qui ouvre sur un vieux ponton en bois. Ils se retrouvent face à une grande cascade. Elle sort d'un trou béant de l'herbe. Ils sont là plantés. Le spectacle est beau, impressionnant et si vraiment vertigineux à la fois. La magie du lieu était déjà si vive jusqu'à présent qu'elle en devient totalement irréelle. Justin descend du pont pour aller sur le tout petit espace de sable et se rapproche de la racine. J'étais en train de chercher un trésor quand tout d'un coup mon appareil s'est mis à biper à fond. Au-dessous de la racine, à l'intérieur du bois, se trouve un petit trou d'une vingtaine de centimètres. Justin se met sur la pointe des pieds et y glisse sa main. Mon appareil bipait vraiment. Alors je me suis dit qu'il y avait sûrement dans ce trou le trésor de l'arbre. J'ai eu un peu de mal à le retirer parce qu'il était bien clipsé dedans. Paul consulte son pendule. Inconsultable tellement il s'agite dans tous les sens, alors que Pascal sent comme une énergie folle l'envahir encore plus à cet endroit, comme saisi par une frénésie de bien-être, touché par une clairvoyance qui le surprend lui-même. Pascal sort le livre du village et fait tourner les pages jusqu'au moment où il tombe sur le dessin du triskel et lit à haute voix. Il est possible que le triskel représente les différents états d'un même être, à savoir la veille, le sommeil, le rêve. Peut-être représente-t-il aussi les passages à travers les trois mondes, ciel, air, feu, avec en son centre la terre, de la cosmologie celtique, auquel cas il symbolise le passé, le présent, le futur. Le triskel est l'un de ces cercles primaires, l'un de ces trois cercles sans lesquels on ne peut commencer la compréhension de ce monde. D'autre part, il tourne dans les deux sens, un sens positif ou diurne et un sens négatif ou nocturne. Quand les cercles du triskel tournent vers la gauche, centre dépressionnaire, c'est un symbole belliqueux, maléfique, annonçant une guerre prochaine. Quand les cercles tournent vers la droite, sens anticyclonique, c'est un symbole de paix. On trouve ici la symbolique des danses, des guerres celtes qui commencent par tourner vers la gauche, manifestation de défi et d'hostilité, mais qui se terminent toujours vers la droite, signe de victoire. De la même façon, les danses bretonnes tournent toujours vers la droite pour symboliser la joie, l'allégresse. Paul, très intéressant. Justin, l'as-tu tourné quand tu l'as retiré? Justin, je ne suis pas sûr, j'ai tellement peiné pour la retirer que peut-être un tout petit peu. Pascal sort de sa poche le triskel de Barbara. Tu parles bien de celui-ci? Justin surpris. Pourquoi tu l'as? Barbara te l'a donné? Pascal, non du tout. Elle m'a juste dit que le soir où je l'ai raccompagnée, ça me protégerait à mon retour. Justin, ah bon, c'était un cadeau pour elle pourtant. Firmin avec curiosité et pour couper court, on pourrait peut-être faire un essai, juste pour voir qu'est-ce qu'on risque. Paul, clin d'œil à la clé. T'as raison, Firmin.
Je pense pas que... Allez, essaye de le repositionner, Pascal. Pascal a un sentiment partagé entre l'envie de tester et la crainte qu'une chose extraordinaire se produise. Lui qui ne croyait pas forcément à quelque chose, le fait de ne croire en rien donne cette impression que rien en dehors de sa compréhension n'existe. Il plonge sa main dans le trou pour palper l'intérieur et le définir. Il sent comme 3 crochets positionnés en triangle autour d'un tenon dentelé. Il observe le médaillon. Il voit comme une encoche étoilée en son centre. Pascal suppose alors que les espaces entre les branches sont les points d'accroche. Il glisse alors le médaillon, ferme les yeux et se concentre pour bien le positionner. De tentative en tentative, il réussit finalement à le glisser sur le tonneau, puis en le poussant fermement, à le clipser sur les crochets qui se referment aussitôt dans un bruit métallique sec. Justin, haussant les épaules, « Ah, c'est malin maintenant. Comment on fait pour le récupérer ? Ça va être encore la bérésina. J'espère au moins que ça servira à quelque chose. » « Attends quoi pour le tourner ? À droite, n'oublie pas. » Pascal regarde Paul qui acquiesce d'un hochement de tête. Justin hausse les épaules du genre « Au point où on en est ?» Il pose de nouveau sa main sur l'objet, commence à le faire tourner vers la droite. Le triskel ne pivote que de quelques degrés puis se bloque. Pascal regarde ses amis. Rien ne se passe de spécial, à part peut-être un léger bruissement de toute la faune autour. Les hommes se regardent, observent l'arbre et sont attentifs à tout changement particulier, mais rien de flagrant. Firmin, vraiment déçu. C'est tout. T'as vraiment tourné le bazar ? C'est à fond ? Pascal un peu gêné. Il me semble bien que oui. Bon, je vais forcer un peu, peut-être que c'est grippé, ça ne doit pas dater d'hier. Firmin d'un air moqueur. Ah les gars, que la force soit avec toi. Pascal reprend le triskel en main, commence son effort. Il grimace, tend ses muscles, mais rien ne bouge. Il jette un œil sur ses compagnons qui l'encouragent. Il se lance dans un dernier effort, force sur l'objet quand celui-ci fait d'un seul coup un quart de tour ponctué d'un clic sonore. Les 4 hommes, tout sourire, attendent. Leur attention aux aguets. Un silence sourd s'installe progressivement. Tout semble s'être figé. Seule une petite brise légère vient briser cet instantané. Pascal attend la main posée encore sur l'objet. Il s'apprête à retirer son bras quand il sent une chaleur se dégager du triskel. Puis un nouveau déclic se fait entendre, puis 2, puis 3. Le triskel qui semblait s'être définitivement bloqué, après ces 3 déclics, se met progressivement à tourner dans l'autre sens, malgré les doigts crispés pour le retenir. Les aventuriers regardent Pascal grimaçant, cherchant à comprendre la source exacte du problème. Lui ne sait pas vraiment comment réagir. Elle tourne de plus en plus vite jusqu'à en brûler ses doigts, puis après quelques tours, elle ralentit et s'arrête. Après quelques instants, un dernier déclic se fait entendre. Pascal retire sa main douloureusement rougie et cisaillée. Il se retourne abasourdi vers ses compagnons. À quelques lieues de là, un homme grand, avec une grande chevelure blonde, s'approche de l'église, alors que le ciel s'assombrit rapidement de nuages violets, bleus, noirs. Le vent se fait violent et l'océan déchaîné. Les arbres craquent dans leur balai de folie. La grande porte de l'église s'ouvre violemment dans un grand jet d'éclairs, laissant apparaître l'homme. De nombreuses feuilles d'arbres entrent dans le courant de vent. Devant l'autel se trouve le curé qui prie, accroché à son chapelet. Effrayé, il n'ose à peine se retourner. Les grognements et les pas lourdes de formes gigantesques dans les 2 recoins de l'église se rapprochent de l'autel. On ne peut discerner que les yeux rouges luminescents.
L'homme jette au pied du curé une grosse clé qui tombe bruyamment sur le sol. Le curé la prend prudemment, puis recule à quatre pattes tout en gardant les yeux fixés sur l'homme. Ses doigts sont dans le sol. Il s'arrête au niveau d'un petit tapis rouge juste sous la